Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021. Un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. Aujourd'hui, abordons la dernière grande personnalité qui a marqué de son passage l'annexe Trécloître, Louis Liboutry, le célèbre glaciologue. Histoire de savoir, épisode 9, Louis Liboutry, souvenir de l'évêché. Pour en savoir plus sur celui qui fut le fondateur du laboratoire de glaciologie de Grenoble, qu'il dirigea pendant 25 ans, partons à la rencontre de son fils, Olivier Liboutry, qui a accepté de partager avec nous ses souvenirs et anecdotes de son père, à l'époque où il travaillait à l'Ancien Évêché. Olivier Liboutry nous parle tout d'abord de la carrière et du parcours de son père, Louis Liboutry, glaciologue, géodynamicien et alpiniste français. Alors, mon père était un petit génie, il faut le dire, en fait, né de parents français à Madrid en 1922, et il a dû donc fuir Madrid avec ses parents suite au putsch de Franco, et donc ils ont été réfugiés à Perpignan, dans sa famille catalane, et donc là, il était adolescent, donc il a fait toute sa scolarité à Montpellier, ensuite il est monté à Paris, où il était normalien, premier de sa promotion, et il s'est spécialisé donc en physique. Il a passé sa thèse à Grenoble en électromagnétisme avec Louis Néel pendant l'occupation allemande. C'est-à-dire qu'il faisait des cours, il mangeait une fois sur deux, il y a ses professeurs qui ont été déportés. Enfin, c'était vraiment dramatique, quoi. C'est cette promotion, je crois, de 41 ou 43 par là. Et donc ensuite, quand il a passé sa thèse, il n'a pas trouvé de poste de maître de conférence en France tout de suite. Donc il a vu une annonce pour l'Amérique du Sud, à Santiago du Chili. Et comme il était totalement bilingue, vu qu'il est né à Madrid et que donc il est en plus catalan d'origine, donc il a évidemment sauté sur l'occasion. Il était jeune, il était libre, et il a eu complètement raison de partir donc à Santiago du Chili, où il a été professeur de physique à partir, je n'ai pas les dates, mais je dirais à partir de 51. Pendant plusieurs années, et ensuite là il avait déjà rencontré ma mère à Grenoble, et donc il est parti seul là-bas, mais il est revenu, ils se sont mariés en 54, et ensuite il est retourné avec elle à Santiago du Chili, vu qu'il était là-bas, et là-bas il a été très très actif. Il a été le premier à étudier vraiment les glaciers, à cartographier toutes les Andes, à la fois de l'Argentine, du Chili, même un petit peu en Patagonie. Il a créé des cartes qui ont été utilisées encore jusqu'à nos jours par les alpinistes qui vont dans cette partie du monde. Et donc, il est revenu en France en 56. Moi, je suis né tout de suite après, en 57. Et donc, c'est là, à la suite de ce retour en France, toujours professeur, qu'il a donc posé, fort de son travail d'études des glaciers, d'études de la montagne dans les Andes de Santiago du Chili. C'est là qu'il a donc créé le laboratoire de glaciologie alpine, dans une optique au début plutôt de géodynamique, c'est-à-dire vraiment voir le glissement des glaciers, leur vitesse de déplacement, leur formation, etc., etc. Et c'est par la suite de l'aventure de ce laboratoire de glaciologie qu'est né par l'étude des bulles d'air emprisonnées dans les glaces, ce qu'on a pu effectivement voir l'application pour l'étude du climat. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait après coup. Ça n'a pas du tout été son projet de départ. Olivier Liboutry partage maintenant avec nous ses souvenirs de l'Institut de glaciologie, du temps où il était installé à l'annexe Trécloître, devenu aujourd'hui le musée de l'Ancien Évêché. Alors, là, je n'ai pas les dates exactes de la création du laboratoire de glaciologie. Je pense qu'il a d'abord créé le labo, il a eu l'aval du CNRS, et ensuite on lui a trouvé un local où le faire, et c'est là qu'on lui a proposé l'évêché, un lieu religieux, un lieu de culte qui accueille donc de la science dure, vraiment dure, c'est-à-dire des ingénieurs, des scientifiques, et qui en fait constitue au rez-de-chaussée, ça je m'en souviens très très bien, une chambre froide avec du gros matériel, des chambres pour recueillir donc tous les échantillons de carottage des glaciers des Alpes et les étudier. La création de tous ces carottiers, donc énormément de matériel, etc. Donc c'était vraiment devenu une espèce voilà, ce lieu de culte était devenu une espèce d'usine avec des machines infernales, des trucs pas possibles. Et donc moi j'ai ces souvenirs de ma petite enfance, parce qu'effectivement on venait régulièrement ici pour rejoindre mon père avant que
mon frère et moi, avant que nous ne montions à la maison, enfin qu'on rentre chez nous. Moi, j'étais donc scolarisé au lycée Champollion et je venais tous les midis ici après les cours et mon père me ramenait à la maison et me redescendait pour 14 heures. Et donc, j'ai souvenir de cet évêché. Je savais pas que c'était un évêché, j'étais beaucoup trop petit pour comprendre l'origine de ce bâtiment, mais j'ai souvenir de ces marches usées de pierre, de cette froideur des pierres dans lesquelles on montait, cette énorme vase, immense vase qui m'impressionnait, qui est revenu. J'ai retrouvé avec plaisir tout à l'heure. Et puis ce bâtiment avec un plancher qui craquait, avec une marqueterie magnifique, mais qui grinçait, qui craquait. Une bibliothèque splendide aussi, tout ça dans des murs effectivement très anciens, ça je ne m'en rendais pas tout à fait compte. Et il y avait toutes sortes d'activités. Il y avait un laboratoire de reliure de livres, ça je m'en souviens très bien. Il y avait une dame qui faisait de la reliure de tous les bouquins, dont une grande partie était exposée dans la bibliothèque. Ensuite, il y avait un laboratoire de photos où ils développaient toutes les photos prises pour leur recherche. Il y avait des lieux auxquels je n'avais pas accès évidemment, qui étaient des locaux techniques. Et puis, il y avait au sommet des escaliers à droite, donc, le bureau de mon père, le bureau du directeur du laboratoire de glaciologie alpine, donc de Grenoble, précédé d'un secrétariat. Et puis, donc, voilà, mon papa était directeur du laboratoire qu'il avait créé jusqu'à ça, je ne voudrais pas dire de bêtises au niveau de la date. Toujours est-il que, à un moment, donc, s'est rejoint au laboratoire Claude Lorius, qui lui a donné une orientation un petit peu différente, moins de recherche fondamentale, moins de recherche pure, mais plus finalement il a trouvé cette application, d'après ce que j'ai compris, assez extraordinaire de l'étude de l'atmosphère à partir des bulles, donc prises dans les carottes. Lui, il a fait beaucoup d'hivernage en Antarctique, donc c'était un autre essor qui a été donné au laboratoire. Longtemps, ils ont été un petit peu je veux dire, comme deux leaders avec de fortes personnalités et des projets un peu différents. Ils ont été un petit peu opposés, mais en fait, ils étaient extrêmement complémentaires. Et je pense que c'est eux deux qui ont vraiment donné l'impulse et le rayonnement de cette étude de la glaciologie en France et dans le monde. Et puis c'est vrai qu'ils ont rejoint ensuite leurs confrères. Il y avait aussi, je souviens d'avoir vu à la maison des Américains, des Canadiens, des Russes, un peu toutes les nationalités qui venaient ici. C'était un laboratoire à rayonnement international, ça c'est évident. J'en ai vu passer énormément à la maison, qui venaient dîner ou déjeuner quand ils étaient de passage. Jouzel, qui est maintenant le président du GIEC, puis plein d'autres. Il y a eu évidemment Claude Allègre qui est venu déjeuner, je me souviens très bien, Lorius plein de fois. Toutes ces personnalités venaient ici dans l'évêché et c'était le point de base jusqu'à la transplantation du laboratoire sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Et ça, je me souviens aussi d'une anecdote rigolote, c'est que le CNRS ne voulait pas donner énormément de place à l'institut, beaucoup de terrain. Et mon père a dit qu'en fait, ils avaient besoin d'un hélidrome pour laisser atterrir les hélicoptères. Et du coup, ils lui ont donné 100 mètres carrés de plus ou un truc comme ça. Et c'est grâce à ça qu'il a pu avoir la superficie qu'a le labo de glaciologie du campus. Pour poursuivre avec les souvenirs de l'Institut de glaciologie, Olivier Liboutry nous raconte à présent une anecdote assez sympathique concernant la vision de son père sur l'Institut de psychologie qui partageait à l'époque le bâtiment. J'ai souvenir depuis ma petite enfance que mon père pestait, mais vraiment pestait, en plus avec un caractère de catalan, donc bien comme il faut, contre l'université de psychologie qui en fait était rivale dans l'occupation des locaux. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de cet évêché ici dans la rue de Récloître qui était pour la glaciologie et une autre pour la psychologie. Et ce sont tellement deux sciences qui sont aux antipodes. Et mon père n'étant pas particulièrement, pour une raison que je n'ai jamais vraiment élucidée, porté sur les sciences humaines. Et d'ailleurs, il a eu un peu tort parce que je pense qu'il aurait eu beaucoup plus d'honneur et de reconnaissance s'il avait été un peu plus intéressé dans sa relation aux autres, parce qu'il avait quand même la réputation d'avoir un caractère difficile, on va dire, un tempérament très difficile, en piquant des colères à la Rému, comme disait sa maman. Bref, donc il avait un sacré caractère et je pense que s'il s'était un peu plus intéressé à la psychologie et aux relations humaines, je pense qu'il aurait une carrière scientifique un peu plus, comment dire, reconnue, alors qu'il a fait un travail vraiment exceptionnel, quoi. En fait, il a créé une branche complètement qui n'existait pas du tout en France. C'est vraiment le père fondateur de la glaciologie. Et donc les psychologues, c'était sa bête noire, quoi, voilà, parce qu'en fait, il lui grignotait son espace vital. C'était un bras de fer quotidien.
Enfin, terminons avec les impressions d'Olivier Liboutry sur l'exposition Histoire de savoir qu'il a pu visiter lors de sa venue à Grenoble. J'en profite d'ailleurs pour féliciter toute votre équipe pour cette exposition que je trouve vraiment très réussie et très jolie esthétiquement. C'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible, mais c'est vrai que la mise en lumière, la scénographie, le choix des couleurs, le choix des photos, c'est vraiment, ça se regarde avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment une très belle exposition. On apprend plein de choses. Tous les jours, les Grenoblois passent dans des avenues, dans des cours, ils ne savent pas d'où ça vient. Et en fait, la plupart sont ces messieurs, des scientifiques, des universitaires, des chercheurs. Et il y a tout un patrimoine de sciences et de grands chercheurs à Grenoble que l'on ne soupçonne pas. Moi, j'ai appris plein de choses. Maintenant, je comprends mieux pourquoi on dit que Grenoble est une ville universitaire. Moi, je pensais que c'était quelque chose de relativement récent. Et en regardant rapidement cette exposition, ben non, je sais que c'est quelque chose qui date depuis le Moyen Âge et qu'il y a vraiment des grandes figures des sciences qui étaient à Grenoble et qui viennent de Grenoble et que vraiment, il faut connaître ça. Si on est grenoblois, je pense qu'il faut absolument connaître le passé universitaire et scientifique de cette ville. C'est fini pour aujourd'hui, mais notre série Histoire de savoir continue. Un nouvel épisode est à écouter prochainement. Alors, restez connectés.